Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler des tendances en matière de M&A Small Cap avec Émilie Silva, avocate fondatrice de Silva Avocat et Partners. On évoquera ensuite le nouveau code pour la TVA qui sera applicable au 1er septembre 2026, le code des impositions sur les biens et services. On en parlera avec mon invité Grégoire Persson, avocat cofondateur de Siplum Avocat. Et enfin, on évoquera une jurisprudence importante en matière de droit social sur la période de référence en matière de repos hebdomadaire avec Olivier Piqueret, associé chez A&O Sherman. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside, on va s'intéresser au marché small cap en matière de M&A et pour décrypter les enjeux sur ce marché, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Silva, avocate fondatrice de Silva Avocat et Partners. Émilie Silva, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de votre invitation. Alors on va s'intéresser au marché M&A small cap, mais tout d'abord, de quoi s'agit-il ? Eh bien, les opérations de small cap sont des opérations finalement très particulières. Alors, on appelle communément les opérations de small cap des opérations qui concernent des TPE ou des petites ETI, dont les valorisations en général sont autour de 1 million, voire une dizaine de millions d'euros au maximum. Ce sont des opérations qui sont particulières, je le disais, puisqu'elles concernent des dirigeants qui sont très impliqués. Ce sont pour certains dirigeants des moments très exceptionnels. Et je vais revenir sur cette définition, puisque la notion de small cap, on la sous-estime. C'est quand même une part très importante du marché des M&A, puisqu'en 2025, elle concernait 49% des opérations au global. Donc c'est assez significatif. Ce qui est assez significatif sur le tissu global des M&A. Alors c'est un secteur, un marché qui a été très affecté par la période Covid, on le sait. Cette période a créé de la tension sur les revenus, de la tension sur les approvisionnements, et puis une hausse des taux d'intérêt qui a mis en pause, voire créé un arrêt sur le marché des M&A small cap. Alors aujourd'hui, on a une reprise, et je dirais depuis 2024, une reprise qui est vraiment très importante, avec des règles du jeu qui ont complètement changé. Une reprise importante, mais quelles sont les tendances globales sur ce marché ? Alors, sur les tendances globales, on parle souvent de repricing. Alors, qu'est-ce que c'est que le repricing ? Cela veut simplement dire que les prix et les attentes ont été remis à plat. On n'est plus aujourd'hui dans une crise du M&A, on est véritablement dans un retour à une réalité. On n'est plus dans un marché de l'opportunisme, ou un marché de volume, mais on est vraiment sur un marché d'exécution. Alors, la première tendance... Quoi, un retour à la réalité ? Un retour à la réalité, c'est tout simplement que les opérations aujourd'hui répondent à un certain process, répondent à un certain canevas, je dirais, auquel les dirigeants que les dirigeants doivent respecter, et cela crée un certain nombre de tendances. Alors j'en listerai 3. La première, c'est qu'on est revenu sur un primat de la qualité, les dossiers qui ne sont pas assez ficelés stratégiquement, avec une gouvernance qui n'est pas solide, avec des revenus qui ne sont pas lisibles, vont avoir tendance à sortir du marché, et les dossiers les plus solides finalement gagneront la course. La deuxième tendance, c'est qu'on est aujourd'hui dans une logique de consolidation, une logique de recomposition sectorielle, avec des sociétés qui adoptent une stratégie de build-up, et ça on le voit dans le secteur notamment de la tech. Et je dirais qu'on a une troisième tendance, qui est donc la professionnalisation des process. On le voit, alors le process M&A suit un parcours assez commun pour les avocats et pour les banques d'affaires, mais aujourd'hui on voit qu'il y a des process pré-M&A, et quand j'entends pré-M&A, c'est donc pré-deal, qui se font de manière de plus en plus importante, avec une véritable data room, avec un véritable audit sur les sociétés, avant même que la société ait manifesté son intention de dealer avec l'entreprise. Donc aujourd'hui, cette étape, elle est importante ? Elle est très importante.
elle est très importante et elle fait vraiment partie du process M&A qui ne doit pas être vu à la légère, notamment pour les dirigeants. Donc vous venez de souligner les 3 principales tendances. Quelles sont les dynamiques qui soutiennent ces tendances? Les dynamiques qui soutiennent ces tendances. Alors, peut-être moi je voudrais peut-être parler de la volatilité parce qu'on parle souvent des opérations qui finalement ont continué ou perduré malgré la volatilité. Moi je dirais qu'elles ont perduré à cause de la volatilité et presque même grâce à la volatilité. Pourquoi? La volatilité, elle a agi finalement comme un filtre vis-à-vis de ces opérations. Comme je le disais, on n'est plus dans un marché d'opportunité, on est vraiment dans un marché d'exécution où les sociétés les plus stratégiques, disons, gagneront au change. Je m'explique, aujourd'hui, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, les sociétés, le véritable moteur des sociétés, c'est la croissance externe. Moi, je ne crois pas qu'une société qui n'adopte que de la croissance organique, c'est-à-dire la valorisation dans leur actif, va se développer. La croissance externe, elle est très importante pour gagner des marchés, pour aller chercher des concurrents, pour aller chercher des lignes de métier que la société n'a pas. Donc ça, c'est un premier moteur. Je dirais que le deuxième moteur, il est lié au mécanisme du prix. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une application stricto sensu d'un multiple ou une application d'un DCF classique. On est véritablement dans une construction du prix puisque Comment ça se passe concrètement là? Vous dites que c'est un moment de construction du prix. Comment on fait? Oui, alors comment on fait? Vous savez, les sociétés se valorisent de plusieurs façons. On peut les valoriser via un multiple, on peut la valoriser également via une méthode qui s'appelle le DCF. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une application stricto sensu de ces méthodes. On est véritablement dans une construction du prix avec à la fois un investisseur qui va négocier et qui va arriver évidemment avec sa perception de la valorisation de la société et un dirigeant qui va aussi négocier. Donc on va rejoindre les deux intérêts et cela va créer un mécanisme de décomposition du prix avec un prix fixe, un earn-out, un complément de prix et des mécanismes de protection, notamment avec une garantie d'actifs et de passifs plus développée que ce qu'on aurait pu voir alors. Alors, on va s'intéresser aux difficultés qui peuvent naître dans ces opérations qui peuvent être compliquées, des difficultés qui peuvent être juridiques ou opérationnelles. Aujourd'hui, vous êtes spécialisé sur ce segment. Qu'est-ce que vous observez ? Ce que j'observe sur ce segment, c'est qu'effectivement, on a une difficulté, je dirais, d'ordre opérationnel. Alors, peut-être revenons sur les dirigeants. Ce que je pense, c'est que les dirigeants aujourd'hui font face à plusieurs difficultés. La première, c'est une difficulté d'anticipation. Elle est claire. Le process M&A est un process lourd, est un process qui adopte un certain nombre d'étapes à franchir, disons. Et le dirigeant se retrouve finalement assez submergé ou dépassé par ce mécanisme qui peut s'avérer très lourd. La deuxième difficulté, je le vois beaucoup, c'est peut-être une difficulté d'ordre moral, psychologique. Le dirigeant ne quitte pas son entreprise en réalité. Quand il souhaite céder, il est encore maître à bord de son bateau qui est son entreprise. Alors parfois, il est aussi accompagné d'autres dirigeants, mais c'est une véritable difficulté parce que le dirigeant se retrouve à continuer son activité puisque bien l'entreprise est aussi très regardée à ce moment-là sur les chiffres et sur la continuité de son chiffre d'affaires et en même temps il faut continuer de travailler, il faut continuer de montrer une entreprise lisible d'un point de vue financier, lisible d'un point de vue juridique et lisible d'un point de vue stratégique. Je vois aussi une troisième difficulté, c'est que les dirigeants ont du mal à anticiper les risques contractuels de certains contrats, de certains clients aussi clés qui
peuvent avoir une part très importante du chiffre d'affaires, et donc là, l'investisseur va être très regardant sur ces questions. Il y a aussi des questions d'ordre contractuel, RGPD, de cybersécurité, que l'entrepreneur, le dirigeant n'aurait pas vu, et que l'investisseur et son équipe d'avocats et de banquiers d'affaires sera très très regardant. Donc voilà, moi je vois ces principales difficultés pour le dirigeant, puisque je me situe souvent côté vendeur. On va conclure là-dessus. Merci Émilie Silva. Je rappelle que vous êtes avocate fondatrice de Émilie Silva, Avocats et Partners. Absolument, merci. Tout de suite, on change de registre. On va parler fiscalité avec le Code des impositions sur les biens et services qui sera applicable au 1er septembre 2026. Le 1er septembre 2026, la TVA va quitter le Code général des impôts pour un nouveau code, le Code des impositions sur les biens et services. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Grégoire Persson, associé cofondateur de Siplom Avocat. Grégoire, bonjour. Bonjour Arnaud, merci pour votre accueil. On va parler en détail de cette réforme, donc de la TVA, des dispositions de la TVA qui sont contenues dans le Code général des impôts, qui vont basculer dans un nouveau code, donc le Code sur les impositions des biens et services. Pour commencer, Grégoire, pouvez-vous nous présenter cette réforme ? Alors, comme vous le savez, la TVA est un impôt français avec une certaine importance quand même pour l'administration fiscale. Et donc là, la direction de la législation fiscale, elle a fait un rôle de transférer la TVA qui était dans le Code général des impôts vers un nouveau code. Elle va bien sûr essayer d'accompagner les contribuables, donc elle va leur proposer des outils, donc par exemple une table pour savoir quels sont les anciens articles vers les nouveaux articles du code. Fameuse table de correspondance. Tout à fait, pour aider les praticiens, mais c'est là où on va en parler. Il y a beaucoup de nouveaux articles, donc il y a beaucoup de choses à anticiper. Elle va aussi publier de la doctrine, vous savez, le fameux BOFIP, pour expliquer comment ça se passe en termes de les anciennes positions de l'administration, comment les entreprises doivent anticiper l'application de leurs anciens rescrits, ce genre de choses. Plus largement, elle va aussi proposer une phase de consultation. En réalité, elle sait très bien que c'est un chantier qui était monumental. Il y a plus de 1000 articles qui ont été rédigés par la direction de la législation fiscale. Qui va être consulté du coup ? Oui, tout à fait. Consulter toutes les entreprises, tous les praticiens. Ils vont ouvrir en fait une sorte d'adresse mail. On va pouvoir envoyer nos commentaires. L'objectif, c'est d'avoir aussi des retours de terrain des entreprises. Ils sont bien conscients que la direction de la législation fiscale est certes des très grands techniciens, mais ils ne peuvent pas avoir une vision d'ensemble sur l'ensemble des sujets des entreprises. Et donc, ils attendent des commentaires très prochainement au cours du premier trimestre de cette année. Vous pensez qu'il y a déjà des choses à revoir, des premiers commentaires qu'on pourrait adresser ? Oui, il y a quelques erreurs probablement matérielles, des choses dans la rédaction, peut-être des précisions à apporter, mais c'est normal compte tenu du travail titanesque qui a été réalisé. Il y a forcément quelques ajustements et c'est pour ça d'ailleurs que ça rentre en application au 1er septembre. Ça nous laisse quand même un peu plus de 6 mois pour faire des premiers commentaires, avoir des ajustements. Tout à fait. Alors justement, c'est dans 6 mois. Comment ça va s'organiser pour cette mise en œuvre, donc au 1er septembre 2026 ? Alors tout simplement, au 1er septembre 2026, la TVA ne sera plus applicable dans le Code général des impôts, donc on devra faire référence normalement au nouveau code. On le voit bien, la logique quand même de l'administration, c'est de proposer des mesures transitoires, donc d'aider les contribuables à prendre le pas. Ça ne va pas être abrupt. En plus, cette date du 1er septembre 2026, elle est en lien avec aussi la réforme de la facturation électronique. Pour les entreprises, c'est un peu un moment crucial, au mi-chemin entre la fiscalité, l'informatique et beaucoup d'obligations. Donc ça rajoute aussi une charge pour les entreprises. Donc on voit bien, au 1er septembre 2026, il n'y aura plus du tout de TVA dans le Code général des impôts. La TVA, c'est déjà un impôt qui est un peu particulier. Vous le savez probablement, dans le marché du droit, il y a des fiscalistes en impôt direct et beaucoup de fiscalistes en impôt indirect. Donc on voit bien, c'est déjà un domaine de la fiscalité très de niche, très spécifique, qui va maintenant être encore plus loin, puisqu'il ne sera plus dans le Code général des impôts. Donc les entreprises, elles doivent un peu anticiper ces sujets-là. Alors, on va en parler. Justement, quel est l'accueil des entreprises par rapport à cette réforme ? Alors, l'administration, enfin la direction de la législation fiscale, quand elle a recodifié, elle a fait normalement un travail à droit constant. Toutefois, la rédaction n'est pas constante en elle-même, c'est-à-dire que l'administration, elle a re-rédigé tous les textes. On a donc un nouveau vocabulaire, de nouvelles notions, un nouveau plan.
un plan qui est aussi pas forcément le plan qu'on avait auparavant. Donc pour un praticien, par exemple, même pour un expert comptable qui accompagne une entreprise, c'est une difficulté. Il faut sortir de ses réflexes anciens pour aller trouver des nouveaux textes qui sont des fois un peu dans le jeu de piste. Bon, la table de recodification, comme on l'a vu, c'est déjà un outil qui aide le contribuable et les praticiens. Mais c'est aussi une nouvelle logique. On a de nouveaux termes. On parle plus forcément de certaines notions dont on avait l'habitude de parler. Donc les entreprises doivent s'y mettre et il y a un peu un travail d'adaptation. Et j'imagine que dans le marché du droit, comme les gens ont tendance aussi à avoir de vieilles habitudes, on va avoir quand même un long moment avant que les entreprises, par exemple, utilisent les nouveaux vocabulaires qu'attend l'administration dans le cadre des consultations, dans le cadre des contentieux, dans le cadre des contrôles fiscaux pour défendre leur position. Alors justement, comment anticiper cette réforme? Est-ce qu'il y a des conseils pratiques que vous pourriez donner aux entreprises pour appréhender au mieux justement ce changement? Alors, un des points, c'est que la direction de la législation fiscale, elle a intégré des jurisprudences communautaires, donc c'est-à-dire des éléments qui n'étaient pas dans les textes, qui sont intégrés maintenant dans la loi. Alors ça a deux effets, c'est que ça permet certes aux contribuables quand ils discutent avec l'administration de partir sur un texte et pas sur de la jurisprudence qu'il faut interpréter, du coup on a une vraie position à la sécurité juridique, mais de l'autre l'administration elle est aussi tenue du coup d'appliquer ce qui se passe au niveau européen, puisque la TVA c'est lié à une directive européenne qui fait l'objet de décisions de la Cour de justice du tribunal judiciaire de l'Union européenne. Dans ce cadre-là, il y a certaines positions qui ont été rajoutées qui n'ont jamais été appliquées en France. Comme par exemple des nouveaux régimes sur le crédit bail, l'intégration de positions sur la TVA sur marge dans le milieu immobilier. Ça, c'est des choses. Les entreprises, c'est pas simplement un travail de forme en se disant il y a un article numéro tant qui a été transféré ailleurs. Il y a vraiment des impacts métiers, des régimes fiscaux à adapter, et donc l'entreprise, elle doit se former. Moi, ce que je recommande en tant que praticien, c'est que maintenant, quand il y a une question de TVA, on a toujours le réflexe d'aller dans le Code général des impôts, mais il faut prendre le temps, en réalité, dans l'entreprise, de soit se former sur le nouveau code, soit à minima, quand on fait des opérations classiques, de se poser la question, est-ce que c'est traité exactement de la même façon à compter du 1er septembre 2026 ? Alors, c'est pas facile pour les entreprises d'appréhender ces réformes, d'autant plus, vous l'avez signalé, qu'il y a aussi au 1er septembre la réforme de la facturation électronique. Alors, comment on fait pour à la fois être, je dirais, bien solide sur la partie fiscalité, mais aussi sur les enjeux de facturation électronique? Par exemple, un des enjeux, c'est les mentions sur facture. Vous savez, quand on a une exonération, par exemple, ou des éléments spécifiques de régimes fiscaux, on doit indiquer des mentions sur les factures. Comme on change de code, ça veut dire qu'on va devoir changer ces mentions, puisqu'on ne va plus viser les mêmes textes. Bon, l'administration fiscale a quand même une certaine tolérance. Elle a prévu que jusqu'à fin 2027, les entreprises pouvaient garder les fameuses mentions qu'elles avaient avant liées au Code général des impôts. Toutefois, nous, en tant que praticiens, on sait très bien que les entreprises, elles sont actuellement en train de travailler dessus. Donc nous, ce qu'on leur encourage, c'est de ne pas citer les textes français, mais plutôt les textes européens qui ne vont pas bouger, puisque du coup, ça leur permet une certaine stabilité. Mais c'est vrai que pour les entreprises, ça veut dire que c'est deux chantiers à gérer en même temps. Pour vous, si on revient sur ces réformes, ça va dans le bon sens ? Alors c'est effectivement assez appréciable d'avoir un travail un peu de pédagogie, de simplification par l'administration fiscale. Après, la question est, est-ce que certains vocabulaires étaient nécessaires? Est-ce que de s'être éloigné du texte européen, par exemple, c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire pour la bonne lecture des contribuables français? Puisque, par exemple, quand on a des contentieux maintenant, ça veut dire qu'on va devoir trouver le terme européen face au terme français. La France fait un petit peu bande à part avec son propre vocabulaire, ses propres notions. Donc ça va aussi un petit peu complexifier. Donc c'est bien, c'est une bonne chose de recodifier. Il ne faut pas laisser les textes mourir et devenir un peu poussiéreux. Mais effectivement, ça va créer quand même de grosses problématiques pour les entreprises. Il faut qu'elles se forment et qu'elles anticipent ces éléments. Et donc ça veut dire qu'il faut les accompagner. Ah, tout à fait. Il va y avoir forcément pour les avocats, pour les experts comptables, un travail aussi de pédagogie, d'expliquer donc les textes, puisque généralement plutôt les gens qui le pratiquent qui peuvent l'expliquer. Deuxième élément, les entreprises, il va falloir aussi qu'elles arrêtent d'avoir le réflexe d'aller lire la doctrine administrative. On parlait tout à l'heure de BOFIP. Il y a des dizaines et des dizaines de chapitres dédiés à la TVA. C'est quand même un impôt assez lourd pour le Trésor, donc il y a beaucoup de commentaires. Ces chapitres vont être mis à jour au fur et à mesure. Donc ça veut dire que pendant plusieurs années, en fait, il va falloir suivre aussi comment l'administration rédige la nouvelle doctrine, comment est-ce qu'elle rajoute des éléments, est-ce qu'elle met fin à des dispositifs fiscaux. Comme je vous le disais, par exemple, ils intègrent des jurisprudences, donc ils ont déjà des impacts sur des entreprises, par exemple dans le monde bancaire, sur le crédit bail, ce genre de choses. Donc il va falloir effectivement, probablement aussi se faire conseiller, parce que il y a des entreprises qui n'ont pas le temps, et c'est quand même un travail de fourmi
très de niche et très spécialisée. On va conclure là-dessus. Merci Grégoire Persson. Je rappelle que vous êtes avocat, cofondateur de Cyplum Avocat. Parfait, merci. Tout de suite, on change de domaine, direction le droit social, avec un arrêt très attendu sur la période de référence en matière de repos hebdomadaire. On poursuit ce Lex Inside, on va parler d'un arrêt important en matière de repos hebdomadaire et une précision quant à la période de référence. Il s'agit de la semaine civile, c'est ce qu'a décidé donc la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre dernier. Et pour décrypter cette décision, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Piqueret, associé chez A&O Sherman. Olivier Piqueret, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va s'attarder sur cette décision importante, mais avant de décrypter cette décision, peut-être un mot pour définir ce que c'est la période de référence du repos hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Sur la période de référence, alors d'abord je pense qu'il faut revenir sur ce que c'est que le repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire, d'abord, c'est un principe qui est posé par la Constitution de 1946. Donc c'est un principe qui est protégé et qui a pour finalité de protéger le salarié et protéger sa santé, bien sûr. Ensuite, on a le Code du travail qui vient vous préciser une interdiction très importante. Il y a interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Ça, c'est le principe. C'est l'article 21-1 du Code du travail. Après, on a l'article 31-21-2 qui, lui, vient vous préciser que le repos hebdomadaire a une durée de 24 heures. On doit y ajouter un repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures par semaine de repos hebdomadaire. Et enfin, le Code précise qu'on doit normalement donner le repos hebdomadaire le dimanche. Après, il peut bien sûr y avoir des dérogations avec un travail, le travail dominical qui peut être des secteurs dans lesquels le repos dominical peut être donné à un autre moment. Bon, on voit le cadre juridique et on va s'intéresser donc à l'arrêt. Et pour bien comprendre cette décision, d'abord, quels sont les faits ? Alors, dans cette décision, il s'agissait d'un directeur des ventes qui avait été embauché par une entreprise au mois de janvier 2018. Au cours de l'année, il a fait une demande de rupture conventionnelle qui lui est refusée. À la suite d'arrêt maladie, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail au tort de son employeur. Et il faisait pour cela état de plusieurs manquements à la législation, notamment la violation de la législation sur le repos hebdomadaire. Alors, juste, je rappelle ce que c'est que la prise d'acte de rupture du contrat de travail. C'est lorsqu'un salarié va considérer que l'employeur a violé des obligations légales ou contractuelles à son égard, et la violation est tellement grave qu'il prend acte de la rupture de son contrat de travail du jour au lendemain. Et le salarié quitte alors les effectifs. Une prise d'acte, ce n'est pas qualifié juridiquement, c'est pas une démission, c'est pas un licenciement. Ça veut dire que le salarié doit aller au conseil de prud'homme et faire valoir ses droits. Et si jamais il a raison dans son raisonnement, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, s'il a tort, c'est une démission. Donc c'est un peu la roulette russe. Et dans cette affaire-là, ce qui s'est passé, c'est que les juges de première instance ont débouté le salarié. En appel, les juges d'appel ont considéré au contraire qu'il y avait bien eu violation des dispositions sur le repos hebdomadaire, et on arrive devant la Cour de cassation. Ce qui s'était passé, c'est que le salarié avait pendant 2 périodes, 2 semaines précises, il avait travaillé 11 jours consécutifs, du mardi d'une semaine au vendredi de la semaine suivante. Ça, c'était en avril 2018. Et ensuite, au mois de septembre, il avait travaillé 12 jours consécutifs, du lundi de la première semaine au vendredi de la semaine d'après. Donc c'était ça, c'est ces 2 périodes qu'il considérait être une violation des réglementations sur le repos hebdomadaire. Et du coup, la Cour de cassation, dans cette décision, elle confirme que la période de référence du repos hebdomadaire, ça doit être la semaine civile. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est quoi la semaine civile, pour bien comprendre, et quelles sont les conséquences attachées justement à cette décision ? Alors, la semaine civile, la Cour de cassation le précise, c'est la semaine qui commence du lundi 0h au dimanche 24h. C'est ça la semaine civile. C'est également rappelé par le Code du travail, par l'article 31-21-35, qui précise bien, qui rappelle que c'est pareil, lundi 0h à dimanche 24h. Après, il peut y avoir des accords collectifs, soit de branches, soit d'entreprises, qui vont préciser une autre période pour définir une semaine. Ça peut être une semaine glissante, par exemple. D'accord. C'est ça, en fait, ce qu'on entend par semaine civile. Est-ce que ça veut dire qu'on peut travailler 6 jours consécutifs, voire et aller jusqu'à même 12 jours consécutifs ? Tout à fait, tout à fait. Alors, le principe, je le rappelle, comme je l'ai dit au départ, l'interdiction, c'est de ne pas travailler plus de 6 jours consécutifs au sein d'une même semaine.
Donc ça veut dire qu'il faut que le repos hebdomadaire soit donné au cours de la semaine. Et c'est en ça que l'arrêt de la Cour de cassation était intéressant, parce que c'est la première fois qu'elle est venue se positionner sur à quel endroit doit-on placer le repos hebdomadaire. Alors concrètement, comment on fait? C'est à quel endroit? Alors, c'est à n'importe quel moment au cours de la semaine civile. Par exemple, ça peut être donné le lundi, ou ça peut être donné par exemple le dimanche, mais un salarié peut très bien travailler 6 jours consécutifs, voire même 12 jours consécutifs. Je vous donne un exemple. Un salarié pourra travailler du mardi de la première semaine au samedi de la semaine suivante, et il aura le repos hebdomadaire sur la première semaine le lundi, et le repos hebdomadaire sur la deuxième semaine le dimanche. Et à ce moment-là, l'employeur agira en conformité avec la décision de la Cour de cassation. Ce qui peut paraître peut-être pas très protecteur pour les intérêts des salariés, parce que c'est quand même une période qui est relativement longue. Bien sûr. Mais par rapport au texte de loi et par rapport à la position de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l'Union européenne qui, en 2017, a rappelé exactement la même chose, il faut simplement qu'il y ait un repos hebdomadaire pendant cette période de 7 jours. Ça veut dire que la Cour de cassation est en conformité avec la jurisprudence européenne? Absolument, absolument. Alors d'abord, elle est en conformité avec la directive européenne de novembre 2003 sur l'aménagement du temps de travail, qui précisait bien en son article 5 que le repos hebdomadaire doit être donné pendant cette semaine de 7 jours. Ensuite, dans une décision de 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a justement rappelé qu'il n'était pas nécessaire, comme l'a fait la Cour de cassation, que le repos hebdomadaire intervienne au terme d'une période de 6 jours de travail consécutifs. Et elle précise au contraire que ce repos hebdomadaire doit intervenir pendant la période de 7 jours. Et c'est exactement ce qu'a fait la Cour de cassation, et c'est la première fois qu'elle s'est positionnée sur cette question-là. Elle aurait pu justement adopter deux approches différentes. Soit elle décidait justement de considérer que le repos hebdomadaire devait intervenir après cette période de travail de 6 jours consécutifs, ou au contraire considérer, comme l'a fait la Cour de justice de l'Union européenne, que c'était à n'importe quel moment, au cours de la période de 7 jours, indépendamment du nombre de jours consécutifs travaillés. Donc on peut dire qu'elle clarifie les choses? Absolument, elle clarifie les choses. Après, je pense qu'il faut aussi peut-être tempérer ou modérer la portée de cet arrêt. Pourquoi? Parce que cet arrêt, en fait, va s'appliquer aux entreprises qui bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical. Parce que normalement, beaucoup d'entreprises sont assujetties à cette obligation d'accorder aux salariés le repos dominical. Donc, si l'entreprise tombe dans un secteur d'activité qui peut déroger, à ce moment-là, elle peut envisager une obligation de travailler pendant 11 ou 12 jours consécutifs. C'est quel secteur, pour être concret? Alors, il peut y avoir... là, par exemple, dans cet arrêt-là, ce qu'on voit, c'est que c'est un salarié qui travaille dans des salons. Des salons justement professionnels où on voit notamment des activités en continu, ça peut tout à fait être envisagé qu'un salarié travaille 11 ou 12 jours consécutifs. Mais je pense que au-delà de la limitation en termes de secteur d'activité, il ne faut pas oublier que l'employeur est également astreint à un certain nombre de règles impératives en droit du travail, notamment les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, le repos quotidien, etc., etc. Donc, indépendamment du fait que, oui, la Cour de cassation considère qu'on peut tout à fait faire travailler quelqu'un 11 à 12 jours, il y a d'autres règles que l'employeur... Exactement, parce qu'un travail aussi long, en tout cas en continu, peut avoir des effets de bord en termes de risques psychosociaux, d'épuisement professionnel, accident du travail, maladie professionnelle. Donc vigilance quand même malgré tout pour les entreprises. On va conclure là-dessus. Merci Olivier Piqueret. Je rappelle que vous êtes associé chez A&O Sherman. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.